Moi, je suis un gros passionné de l'écriture et ça fait presque 3 ans à la fin de l'année que je me suis lancé en tant que freelance. Si ça marche pas, tant pis. Au pire, je retrouverai un place. Si on n'a pas forcément de journée type. Si vous êtes community manager et que vous avez envie de vous lancer en freelance, je vous propose tout de suite de découvrir l'interview de Bekir. Alors lui, il a été salarié, community manager, et il a décidé de se lancer. Il va vous raconter comment ça s'est passé au début et quelles erreurs il faut absolument que vous évitiez de faire. C'est tout de suite. Bonjour Bekir. Bonjour Marion. Merci de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions et puis pour partager ton témoignage avec les futurs community managers freelance. Au plaisir. Écoute, moi, si je peux venir en aide à ces futures personnes-là, je le ferai avec plaisir. Écoute, c'est parfait. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Ok, alors moi, c'est Bekir Eldirim, j'ai 32 ans. Comme vous le savez, comme Marion a dit, donc je suis community manager depuis 9 ans. Ça va faire 10 ans à la fin de l'année. Donc, je vais fêter mes 10 ans en tant que community manager. Je me suis lancé dans ce métier-là par passion parce qu'en fait, peut-être que pour les gens qui ne me connaissent pas, moi, je suis un gros passionné de l'écriture. Et en fait, j'ai aussi, lors de mes études, quand j'étais en école de commerce, en licence et en master, j'avais un de mes intervenants en marketing communication qui m'avait dit « Faites de votre passion un métier ». Je me suis dit « Tiens, au lieu d'aller chercher un métier juste pour travailler, avoir de l'argent, faire une routine métro, boulot, dodo, ça ne m'intéressait pas trop. » Mais j'ai commencé par là, au début normal, comme tout le monde. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas me lancer du coup dans ce métier-là. Donc, j'ai commencé à découvrir ce métier-là juste après mon BTS en management des unités commerciales. C'est lorsque j'ai commencé à faire une licence en marketing que j'ai commencé à découvrir ce métier-là. Donc, j'ai commencé à l'exercer. Dans un premier temps, j'ai commencé à faire du community management sur Viadeo, LinkedIn. Aujourd'hui, Viadeo, ça n'existe plus. Et voilà, on a toujours LinkedIn. Voilà, ce sont les réseaux sociaux que j'avais commencé. Donc, je connaissais Facebook, je connaissais Twitter, mais je n'étais pas forcément actif sur ces réseaux sociaux-là. Et en plus, l'entreprise où je travaillais, comme c'était un site d'emploi spécialisé en banque, finance, assurance, ils étaient plus spécialisés sur ADO et LinkedIn. Et c'est comme ça qu'en fait, que j'ai découvert le métier de community manager. Et ça fait presque 3 ans à la fin de l'année que je me suis lancé en tant que freelance dans ce domaine-là. Et je suis allé encore un peu plus loin parce que j'ai un blog aussi qui s'appelle MyCMA. Donc, je suis blogueur aussi depuis 8 ans. Le 12 avril 2021, je vais fêter mes 9 ans. Donc, voilà, donc ça fait 9 ans que le blog existe, mais il est actif vraiment depuis 4 ans. Les 4 premières années étaient un peu compliquées. Et depuis quelques temps, comme je te disais, je suis formateur et accompagnateur et coach dans tout ce qui concerne le community management, le personal branding et tout ce qui touche les réseaux sociaux et les fondamentaux SEO ici. D'accord. Du coup, tu as créé ton blog alors que tu étais encore salarié et ensuite tu t'es lancé en freelance. Voilà, exactement. Parce qu'on m'a dit à l'époque que un community manager, c'est-à-dire en plus de son CV, pour moi, un community manager, c'est plus ses réseaux sociaux, son blog, son site ou son portfolio, qui est considéré comme un CV en fait aujourd'hui. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, moi, ça fait déjà, je sais pas, ça fait 3 ans que je n'ai plus utilisé un CV. Et du coup, tu avais créé ton blog. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir freelance et donc de quitter le salariat? Alors, il y a une chose que tout le monde est étonné en fait, et ils me disent mais on ne comprend pas pourquoi en fait tu es passé en freelancing. C'est qu'en fait, que ce soit en alternance et après mes études, on a toujours voulu m'imposer leur façon de travailler en fait. Ah. Et ça, c'est pas toujours très cool. Et ça, c'est le problème que beaucoup d'employeurs font en fait aujourd'hui. Ils essaient d'imposer leur propre manière d'écrire. Et en plus, j'ai toujours voulu être libre. Parce que le problème, je pense que la vie en entreprise, on t'impose leur façon de travailler, alors que quand tu leur proposes ta façon de travailler, moi, j'aime pas ça. Et c'est souvent ce que je dis à mes clients. Je leur force la main en disant vous devez faire comme moi. Moi, je vous donne la recette que j'applique. Après, moi, la recette miracle, je l'ai trouvée grâce à mes tests. Je pense que tu l'as vu aussi, c'est parce que je faisais beaucoup de tests. Et c'est aussi l'une des choses qui m'ont poussé à aller vers le freelancing. Pourquoi? Parce que quand je proposais de nouvelles idées ou de nouvelles préconisations, mes responsables ou employeurs n'acceptaient pas. Ouais. Ils n'étaient pas ouverts au fait de sortir de sa zone de confort, alors que c'est ce que moi je répète H24, c'était de sortir de ma zone de confort.
Du coup, tu t'étais vraiment attirée par la liberté de travailler un petit peu à ta façon. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui te freinait, qui te faisait dire c'est peut-être pas une bonne idée pour moi de me mettre à mon compte? Alors, comme tout le monde, je pense que j'ai eu cette problématique-là en me disant, mais oui, mais pas par rapport aux gens que j'entends, que j'ai découvert grâce à mon alternance, à mes études, à mes travaux et tout, qui étaient même freelance quand ils étaient étudiants et tout. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que je prends un grand risque? Est-ce que je devrais le faire? Est-ce que je devrais pas le faire et tout? Et finalement, je me suis dit, OK, c'est un risque que je prends, mais comme tu sais, j'adore tous les challenges. Je me suis dit, OK, peut-être que je vais galérer 6 mois, 1 an, 2 ans, mais je me dis qu'après, je vais m'en sortir. Et en effet, bah, j'ai galéré presque pendant 6 mois, 1 an. Et c'est en fait ma toute première mission aura été une mission complètement différente. C'est-à-dire, moi qui n'ai pas graphiste du tout, j'ai eu une demande en graphisme. C'était de créer donc une bannière d'une chaîne YouTube, en fait. D'accord. Et du coup, ce premier client, tu l'as trouvé comment? Alors, je l'ai trouvé grâce à une connaissance qui a habilité en Suisse, en fait. Alors D'accord. que Mais en c'était fait, pas du du tout coup, mon si je domaine. comprends bien, c'est ton réseau qui t'a apporté ton premier client, en fait. Voilà. Et en fait, j'ai eu une chance aussi, c'est que mes anciens employeurs, même si je suis parti, je suis quand même parti en bon terme et ils m'ont autorisé à garder mes clients aussi, tu vois. Donc, j'ai eu cet Ah oui, ça avantage c'est cool. aussi. Et du coup, c'est quoi la première chose que tu as décidé de faire quand tu as dit je me lance en freelance? Le premier truc que tu as fait, c'est quoi? Alors, la première chose que j'avais fait, c'est l'annoncer à mes amis et à la famille. D'accord. Ça veut Ok. dire, en gros, ils étaient étonnés, hein. Gros choc. Ils y croyaient pas. Ils y croyaient pas. Ils m'ont dit, mais t'es sérieux, il n'y a pas de flexibilité, tu n'auras pas de salaire fixe. J'ai fait, je prends le risque. Si ça marche pas, tant pis. Au pire, je retrouverai un taf, quoi. Au moins, je pourrais dire qu'avant de mourir, je l'ai fait, quoi. C'est-à-dire, je ne veux pas changer cette mentalité-là, quoi. Et ils m'ont dit, bah, écoute, à toi de voir alors. Bah, c'est bien, c'est plutôt positif. Et est-ce qu'au début, il y a une erreur de débutant que tu as faite à laquelle tu repenses aujourd'hui en te disant franchement, j'aurais pu éviter ça? Oui, d'avoir fait confiance à des personnes que j'aurais dû jamais faire confiance. Mais ça, c'est une question de flair. Ça, c'est un truc On qui va se dire que perd avec l'expérience. bah, c'est ça, c'est que tout le monde l'a vu, sauf moi. Bah, Et ils du avaient raison. coup, qu'est-ce que tes premières missions, elles t'ont appris? Alors bon, à pas forcément faire confiance à n'importe qui, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, des enseignements de tes débuts qui te servent aujourd'hui? Oui, oui, ma façon d'aborder les clients, en fait, lorsqu'ils ont un besoin. Tu vois, je partais très mal, en fait. Je savais déjà, parce que comme j'ai été dans la négativité, ah oui, il y a aussi ce problème-là, en fait, comme j'étais beaucoup sur la négativité, comme je pensais beaucoup négatif, bah forcément, tous les entretiens que j'avais avec mes clients en tant que freelance, bah, j'ai échoué au bout de 3 semaines. C'est-à-dire, au bout de 3 semaines, ils arrêtaient. Que j'ai réussi à changer ma mentalité. Et ça fait 2 ans que je réfléchis que positif, même quand ça ne va pas. Même quand un client me dit non, je me dis, ah, c'est pas grave. C'est juste qu'il ne voulait pas travailler avec moi. Oui, bah, c'est le jeu. C'est sûr que quand on commence à échanger avec un prospect, on sait il y a une chance pour que ça fonctionne, il y a une chance pour que ça fonctionne pas. Ça peut venir de lui, ça peut venir de nous. Mais ouais, il n'y a jamais rien de sûr. Et alors, d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ton activité, elle tourne bien? Bah, je pense que parce que je me suis entouré déjà des bonnes personnes, j'ai choisi les bonnes personnes. Et en fait, le fait d'avoir échangé avec pas mal de coachs dans ce domaine-là, bah, c'est ça qui m'a donné envie d'aller encore plus loin, en fait. Donc, en fait, c'est cette manière-là de penser qui m'a fait penser que, voilà, donc le fait d'arrêter de penser négatif et le fait d'avoir aussi cette classe, ça m'a remis en question. Donc, je me suis mis en question et j'ai commencé à accepter toutes les critiques et les remarques constructives. D'accord. Parce que c'est un truc que je n'acceptais pas forcément quand je débutais. C'est pas forcément facile. Et moi, je vois que tu postes énormément sur les réseaux sociaux. Donc, Oui, j'imagine que ça te prend beaucoup de temps. Comment tu gères ton organisation entre tes missions pour tes clients et tout le contenu que tu produis? pour mes clients, je me prends 2, 3 mois à l'avance. C'est-à-dire, je vais les voir une fois, je leur dis, écoutez, janvier, février, mars, qu'est-ce que vous envisagez de mettre? Entre-temps, dites-le moi, parce que comme je programme en avance, donc pour mes clients, je programme en avance. Donc, j'arrive à préparer, on va dire, un ou deux Tous mois en tes avance, parfois posts. même 3 mois. Voilà, tout est déjà prêt. Par contre, pour moi, je pense que tu vas être surpris. Moi, je le fais au jour le jour. Ok. Et pourquoi tu fonctionnes pas pareil pour tes clients et pour toi, du coup?
Alors, parce que moi, j'aime bien quand c'est naturel. C'est-à-dire que c'est fait directement, tu vois. Parce qu'en fait, je pense, et c'est pour ça que du coup, mes clients, ils commencent à adapter ma méthode-là, ils copient sur moi en disant, Bakir, on a remarqué que quand on le partageait manuellement, par exemple sur LinkedIn ou sur Facebook, sur Instagram, on a plus d'interactions que quand on le programme en avance. D'accord. C'est le fait peut-être de passer par un outil tiers qui… Je pense aussi, moi je le dis souvent, je suis old school. Donc, je suis à l'ancienne. J'ai toujours fait ça. Par exemple, je te montre un exemple. Moi, j'ai toujours un cahier avec moi. Ah oui, d'accord. Ah oui, j'ai toujours un cahier. Là, par exemple, la dernière fois, j'ai eu une interview avec une personne où il me disait, mais tu utilises combien de cahiers par an? Je te jure que cette année, j'ai utilisé presque une cinquantaine de cahiers en Ah 12 mois. ouais, ça veut dire un Parce cahier qu'en par fait, le semaine. truc que je fais, c'est que quand je fais mes accompagnements avec mes clients, je prends un cahier par client. Ah oui, d'accord. Enfin, parce que comme ça m'évite de tout mélanger, tu vois. Parce qu'avant, je mélangeais tout et je me retrouvais plus, en fait. Ouais, je comprends. Donc voilà, donc moi, je le fais manuellement, mais par contre, quand je suis en formation à l'école ou que je dois me déplacer en dehors de Paris ou même sur Paris, bah là, je programme pour moi. Là, je fais une exception. Ok. Ouais, ouais, vraiment, si tu sais que tu vas pas être derrière l'ordi. Et du coup, comment tu décrirais une journée type dans ton quotidien de freelance? Alors, je pense que tu le sais aussi, on n'a pas forcément de journée type. Non, C'est-à-dire, on n'a pas vraiment une c'est journée vrai, c'est une type parce question qu'elle ne se piège. ressemble pas du tout. Tu vois, par exemple, moi, ce matin, j'allais animer mes réseaux sociaux, j'allais interagir avec les gens sur LinkedIn, sur Twitter et sur Instagram. J'ai écrit mes articles de blog et là, par exemple, je suis en train de faire une interview avec toi, tu vois. Et après ça, je vais continuer à travailler sur mes vidéos, tu vois. Donc, en fait, moi, une journée type, je peux te dire comme ça. Bah, par exemple, le matin, je me réveille. Avant même que je me lave le visage et que je prends mon café, je prends mon téléphone et je check déjà toutes les notifs que j'ai dans la nuit. Donc, je fais ça. Ensuite, ben voilà, on prépare le café. Et pendant que je prépare le café, ben, je commence à partager mes contenus. Si je vois. Ensuite, ben, je vais vérifier mes mails. Donc, je vais prendre un peu de temps. Bon, après, je ne reçois pas beaucoup de mails parce que, voilà, je sais souvent que mes clients, ils ont tendance à travailler sur Trello et Slack. Donc, je vais Ouais. directement sur là. Par exemple, je vais sur Trello, je vais voir qu'est-ce que j'ai à faire. Je prends mon cahier, je note ma to-do list. Je vais regarder sur Trello qu'est-ce que je dois faire pour la semaine et la journée, par exemple. Voilà. Et ensuite, bah, je commence à partager mes contenus, je vais interagir avec les gens, je vais aller voir un peu ce que les gens font. Je vais faire un peu de veille une fois par semaine, donc c'est soit le mercredi matin ou mercredi après-midi. Ensuite, bah, je vais écrire des articles de blog. Là, par exemple, comme j'ai un peu moins de travail avec mes clients, ils sont tous en vacances, donc j'en profite pour avancer sur mes projets 2021 et sur mes articles de blog. Là, par exemple, j'ai déjà une dizaine d'articles qui sont prêts pour l'année prochaine, tu vois. Ah oui, ouais, c'est bien J'essaie avancé. d'anticiper un peu et après bah, ce que je fais parfois, j'essaie quand même en fin de journée de relancer mes clients si jamais je dois les relancer. J'ai mes rendez-vous clients, ça peut être en extérieur comme en face à face ou en visio. Donc voilà, donc je m'adapte et voilà. Et après, éventuellement, si dans cette journée-là, je devais mettre en avant un événement par rapport à mon blog, par rapport à un client, bah, je travaille aussi sur ça, quoi. Vraiment, comme tu peux le voir, il n'y a pas vraiment de journée type en Ouais, fait. Mais quand on est freelance, je pense que même toi, tu sais, et tout le monde sera d'accord avec moi, on n'a pas de journée type. Et c'est peut-être c'est pour vrai. ça aussi que je me suis lancé en freelance en fait. C'est C'est parce que je voulais justement pas pour avoir pas une avoir de journée type. routine, je comprends. Et du Voilà, coup, exactement. c'est quoi le moment le plus cool que tu as vécu dans ton activité freelance? Alors, le moment le plus cool, c'est quand j'ai eu la chance de faire un petit road trip de 5 jours Ouais, entre l'Alsace et la Lorraine et l'Allemagne. d'accord. Et tu as C'était travaillé, vraiment. t'as- Oui, oui, j'ai travaillé de là-bas. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir au moins faire ce road trip-là en 2018. d'accord. Donc, c'était en août 2018 et c'était vraiment super sympa. En fait, je pense que c'est l'une des plus belles expériences que j'ai pu vivre dans ma vie aujourd'hui, en fait, en tant que freelance. D'accord. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu regrettes ton choix ou est-ce que tu te dis qu'un jour, tu aimerais reprendre le chemin du salariat? Alors, alors, je vais te dire non. Non, je te jure, en fait, je suis tellement épanoui sur ce que je fais que non, je ne me vois pas. Par contre, idéalement, j'aimerais un jour ouvrir ma propre entreprise. Ouais, j'allais te demander ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. Du coup, c'est quoi tes perspectives? Alors, moi, ce que j'aimerais, au plus tard, j'espère dans 2, 3 ans en tout cas, c'est ouvrir. Alors,
ouvrir un organisme de formation, mais c'est pas genre les organismes de formation qu'on voit aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il manque une chose à l'école. On ne nous apprend pas à devenir entrepreneur Non, ou c'est sûr. créateur d'entreprise. Tu vois, ça, on n'apprend pas. Et en fait, moi, j'ai remarqué une chose, que toutes les personnes que j'accompagne ou que j'ai rencontrées pendant le confinement, même avant, ils ont peur de sortir de leur zone de confort. J'ai envie de créer un organisme de formation où les gens pourront venir parler sans problème pour qu'on leur apprend à sortir de leur zone de confort, en fait, tu vois. C'est pour ça que je me suis lancé aussi le challenge de devenir formateur aujourd'hui. Je te souhaite que ça marche et que l'activité freelance roule bien jusqu'à ce que tu puisses te consacrer pleinement à autre chose alors. Ben, je le souhaite aussi. J'aimerais, si possible, sur Twitter et sur LinkedIn, j'aimerais pouvoir devenir influenceur dans mon domaine d'activité. Même si je sais que ça existe déjà, mais j'aimerais, grâce à mes valeurs qui sont l'humain, l'entraide et la solidarité, j'aimerais mettre en avant ces trois valeurs-là pour pouvoir devenir influenceur. Bah, merci beaucoup pour ton témoignage. Je pense qu'il y a plein de bons conseils à prendre là-dedans pour les futurs freelances. Et puis, bah, écoute, je te souhaite plein de réussite sur ces projets-là. Merci beaucoup et en tout cas, merci à toi aussi. Et comme je dis, c'est les gens, ils ont des questions. Ils hésitent surtout pas à rentrer en contact avec moi sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et je te remercie toi aussi, Marion, parce que voilà, grâce à toi, j'ai eu l'occasion de finir l'année 2020 avec une petite interview très intéressante. Et je pense qu'elle va plaire à beaucoup de personnes. Bah, c'est ce que j'espère. En tout cas, je te remercie. Puis je te dis à très vite alors. À très vite, Marion. J'espère que l'histoire de Bekir vous a plu. Moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut vraiment connaître plein de gens et bien choisir les personnes avec qui vous allez être en contact. Ça va vous aider énormément dans votre activité pour trouver des clients et pour toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors si l'histoire de Bekir vous a inspiré et que vous vous sentez vraiment l'envie de devenir community manager en freelance, je vous invite à aller consulter le reste des vidéos qui sont sur cette chaîne. Je vous invite aussi à aller regarder sur la boîte à outils. Je vous mets le lien sous la vidéo dans laquelle vous allez pouvoir télécharger plein de documents qui vont vous aider dans votre activité. Et sachez aussi que je propose de vous aider dans votre démarrage grâce à une formation pour réussir votre démarrage en freelance, pendant laquelle on va voir plein de points super importants. Comment bien choisir votre statut, préparer votre projet, comment trouver des clients et comment les garder, comment construire une offre qui va les faire venir à vous, comment gérer votre organisation, votre administratif. La formation, elle se fait 100% à distance et elle est finançable par les organismes de formation, donc ça coûte rien en fait. Voilà, je vous invite à regarder plus d'infos sur le lien qui va être juste sous la vidéo et je vous dis à très bientôt dans le monde des freelances.